Bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais remercier le comité d'organisation pour ces doctorales, ainsi que Madame Fourier, directrice de la Maison de Lorient. Just a few minutes in English, please. I would like to say thank you at Wolfgang Müller, my file director in Naswan. Thank you very much to be here. Aujourd'hui, je vous emmène donc en Égypte, en Égypte donc, à 900 et plus particulièrement à 900 km au sud du Caire, dans la ville de Assouan. Ce secteur est davantage connu pour l'île d'Éléphantine, que vous voyez en photo derrière moi, en fond, mais cependant, la ville d'Assouan fait l'objet depuis le début des années 2000 d'un important programme d'études archéologiques basé à la fois sur de la fouille programmée et de l'archéologie de sauvetage. Ce sont pas moins de 94 secteurs de fouilles qui ont été ouvertes au fil des années. Sur ces 94, donc je vous montre sur la carte, Assouan est ici. Sur ces 94, donc 3 sont protégés de l'urbanisme égyptien. La première, le secteur 1, ici, dont vous voyez ce bâtiment qui est un temple à la déesse Isis, temple d'époque ptolémaïque. Le secteur 2 qui est ici avec, vous le voyez, une portion de cette enceinte toujours d'époque ptolémaïque avec une nécropole animale et un quartier d'habitat très arasé d'époque Seytoperse, mais je ne rentre pas dans le détail ici. Et enfin, donc, ce secteur 3 que vous voyez, il est là le cœur de mon propos et le cœur de ma thèse, avec un bâtiment qui est un temple d'époque dioclétienne dédié au dieu Khnum. Khnum est l'un des 3 dieux de la triade d'Éléphantine avec Vexatet et Anubis. Je ne rentre pas dans le détail ici, ce n'est pas notre propos. Ce projet d'étude est un projet à très large chronologie qui étudie la ville d'Assouan de l'Ancien Empire à la période, même que soit sur plusieurs millénaires, permettant d'avoir l'ensemble des civilisations et des cultures qui se sont installées le long du Nil sur ce site. Et ce secteur 3 est intéressant car installé sur une carrière d'époque pharaonique, vous voyez un bloc ici par exemple, est occupé depuis la période Seytoperse. Pourquoi Seytoperse? Parce que c'est donc dans cette période qui commence au milieu du 7e siècle à peu près, voit l'Égypte connaître un bouleversement assez important dans l'histoire de la période tardive. C'est-à-dire qu'après plusieurs siècles de renfermement sur elle-même, le pays, sous la conduite des princes de Saïs, dont le nom de Saït, ouvre l'Égypte au monde méditerranéen oriental. Elle permet ainsi l'arrivée de populations étrangères que l'on peut classer grossièrement en deux catégories. D'une part, des mercenaires qui sont extrêmement employés dans l'armée de Pharaon, pouvant remonter à plusieurs dizaines de milliers d'hommes dans différents postes de garde, et également des marchands. Ce sont surtout ces deuxièmes catégories qui nous permettent d'en apprendre un peu plus sur les échanges de ces périodes-là, du fait de l'apport de la céramique, de contenants étrangers. Ces contenants étrangers, je les classe en trois
catégories. D'une part, il y a les importations, un produit importé, ça, je pense que ça, c'est assez clair. Ensuite, il y a les copies. Les copies, c'est simplement un produit étranger qui est copié, qui est produit par des potiers locaux dans un esprit, je dirais, de copie fidèle, de refaire fidèlement un original. Et enfin, il y a les imitations que nous allons voir après, qui, là, là, à mon sens, l'idée n'est pas de reproduire un vase, mais plutôt de prendre un élément qui soit morphologique ou décoratif d'un vase étranger et le mettre sur un vase égyptien. Bien sûr, nous aborderons ces questions au cours de cette communication. Nous allons donc commencer par les importations. Et la première chose que l'on peut dire, c'est que sur l'ensemble des un peu plus de 10 000 tessons, 10 800 tessons que j'ai vus pour le moment, il y a une écrasante majorité de production égyptienne. Sur l'ensemble de ces phases chronologiques, je ne rentre pas dans le détail ici, le taux d'importation est extrêmement faible. Ici, nous parlons en nombre total de restes, ce qui fait qu'en bleu, vous avez donc les pâtes égyptiennes et les petites lignes d'orange que vous voyez représentent les pâtes importées. Par phase, il y en a à peu près que entre quelques dizaines à un peu moins de 200 par moment, quand il y en a. Le deuxième graphique montre les rapports entre les différentes origines des pâtes importées, toujours dans ce nombre de restes. La première chose qui est assez intéressante également, outre le trou dans cette phase-là, mais qui peut s'expliquer dans la stratigraphie, eh bien, c'est l'importance des pâtes israélo-palestiniennes. À chaque phase, sur l'ensemble de la stratigraphie, une part importante se retrouve d'amphores et de mobilier syro-palestinien, suivi très généralement de mobilier égéen. Mobilier égéen, donc ça, bien sûr, on va voir ça dans quelques instants. Parce que qu'est-ce qu'on importait? Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve comme céramique importée dans le secteur 3 d'Assouan? Eh bien, d'une part, nous avons les amphores torpedo. D'origine, alors elles sont d'origine syro-palestinienne, ce sont des amphores assez massives avec une lèvre courte, une pâte assez tendre et recouverte d'un bel engobe blanc. Ces amphores servaient à quoi? Eh bien, elles servaient simplement au transport et au commerce du vin, c'est-à-dire qu'ils étaient chargés sur des bateaux et les bateaux allaient de port en port pour échanger et après ça partait sur le conduit, etc. Donc ces amphores sont assez intéressantes, on en retrouve une bonne quantité sur le site. Alors, pas forcément des éléments comme ici, mais comme vous avez vu à chaque fois, on retrouve une bonne portion de ces amphores sur le site. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons, je l'ai dit, de la vaisselle attique. Donc, de la vaisselle, alors grecque, et je l'ai dit, de la vaisselle attique. Je monte en grand écran. Cette vaisselle est assez intéressante. C'est de la vaisselle fine, attique, très clairement. Ici, de la figure noire, une pâte très fine. Et bien que ces éléments, bien que aucune forme, aucune catégorie formelle ne peut se retrouver sur le mobilier d'Assouan, cependant, on peut retrouver ces tessons qui nous apportent des éléments, je dirais, qui nous permettent d'avoir des idées un peu précises de la datation. Je m'explique. On ne peut pas dater expressément ce tesson, mais malgré tout, on peut avoir une idée de la période, notamment par la figure noire qui est maintenant très bien datée en Grèce. Ensuite, nous avons bien entendu, je l'ai dit, des conteneurs gréco-égéens. Donc ici, une amphore
à vin de l'île de Chios, donc pour le transport et le commerce du vin, une photo de la pâte. Ensuite, troisième courant d'importation assez rare en Égypte, plutôt mésopotamien. Nous avons donc ce qu'on appelle des eggshells, donc ce sont des vases à parois très fines, à pâte également très épurée, très fine. Ces tessons se retrouvent en assez grand nombre à Souan, fait intéressant, et dans certains cas peuvent surpasser certains types d'importations plus communs dans la vallée du Nil, que sont les importations chypriotes, qui, eux, donc de ce quatrième circuit chypriote, donc, nous avons des mortiers cuvettes servant pour la préparation des denrées, pour écraser les denrées très solides, ou le dosage journalier du grain ou de la farine. Ces deux théories sont assez complexes et actuellement, je ne peux trancher en faveur de l'une ou de l'autre. Cependant, dans tous les cas, c'est une pâte très grossière, riche en inclusion, et ce sont des objets plutôt lourds, massifs, avec des parois souvent épaisses. Comme je l'ai dit, la majorité des productions que l'on peut qualifier d'étrangères ne sont en fait pas étrangères, mais égyptiennes. Ce sont ce que j'ai appelé tout à l'heure des copies. Ces copies sont assez intéressantes. Donc ici, vous avez les rapports entre les pâtes locales et les pâtes importées, toujours en nombre de restes, mais là, en fonction des pâtes égyptiennes et des pâtes importées. Ce que l'on remarque, c'est que dans certains types de vases ou d'amphores, nous n'avons que des productions égyptiennes, que ce soit pour les amphores égiennes, les amphores chypriotes, les amphores de Lesbos. Alors, la catégorie amphore regroupe pour le moment toutes les amphores dont le courant, dont l'origine n'est pas encore identifiée avec certitude, mais qui se rapproche de certains conteneurs que l'on peut retrouver plutôt dans un monde, on va dire, égéen. Et bien entendu, donc les mortiers, comme je le disais, qui sont très majoritairement en pâte égyptienne. Dans le détail, ça donne quoi ces copies? Eh bien, dans les copies, nous trouvons des amphores, des copies d'amphores de l'île de Chios. Comme je ne vais pas remontrer donc, pour comparer l'élément d'avant. Enfin, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc là, vous retrouvez effectivement cet élément-là que l'on retrouve ici, voilà, avec ce col cylindrique et en pâte égyptienne. Ensuite, nous avons donc des amphores ou des cruches, probablement d'origine israélo-palestinienne ou levantine, probablement parce que au niveau de la morphologie et des types que l'on retrouve dans ces contrées-là, un lien peut être tissé. Cependant, actuellement, je n'ai pas encore trouvé précisément à quelle catégorie ça pouvait appartenir. En fonction des auteurs, on trouve les deux terminologies d'amphore ou de cruche en pâte égyptienne ici. Ensuite, comme je l'ai dit, au niveau du courant chypriote, nous avons des mortiers cuvés, donc un très bel élément ici, toujours dans cette idée d'objet lourd, massif, pesant, avec ici une pâte non pas alluviale comme les autres éléments, mais une pâte type marne calcaire, élément qui vient très probablement de la région jantébène du bassin Saint-Hébin. Je me risquerais à dire Medamoud, mais sans comparaison de pâte, pour le moment, la question reste ouverte. Ensuite, nous avons des amphores torpedo, donc on retrouve donc cette forme-ci, toujours de la région israélo-palestinienne, ici en pâte alluviale un petit peu différent des autres. Et je l'ai oublié,
pour le moment, l'unique élément qui pourrait suggérer une amphore chypriote avec cette petite lèvre-là. Et alors, ce sont des anses qu'on trouve dans les publications comme appelées anses de panier, du fait que on trouve de chaque côté deux anses qui font comme nos paniers en oseille. C'est assez intéressant d'ailleurs à voir. Et donc, une image de la pâte. Quid de la présence étrangère? Quid de comment, pourquoi, comment retrouvons-nous à Assouan, petite ville au bout du Nil, très loin des grands centres d'influence, hein, que sont par exemple donc Thèbes et Karnak ici, ou Memphis au nord, Nocratis, Saïs, Tanis l'ancienne capitale, Saïs qui est quelque part que j'ai oublié de mettre sur la carte, mais qui se situe par là. Comment peut-on expliquer donc la présence de ce type de céramique dans ce secteur 3? Eh bien, lorsque l'on consulte les sources historiques, deux éléments apparaissent. L'un des plus connus est la mention d'Hérodote qui parle d'une garnison saïte et perse à Éléphantine, enfin, durant les périodes saïte et perse, pour préciser, à Éléphantine, en précisant que ce sont des communautés orientales. Il me semble même qu'il parle de communautés juives. Dans tous les cas, archéologiquement, à Éléphantine, on retrouve des papyrus araméens, on retrouve des mentions de ce temple à Yahvé dans le mobilier d'Éléphantine. Fait intéressant, pour Pierre Grelot, il existe une présence araméenne assyrienne, notamment par la présence de papyrus. Cependant, étant donné qu'il s'agit principalement de fouilles anciennes, c'est plus complexe de les rattacher. Je reste ouvert à l'hypothèse et on reviendra dans quelques instants. Et fait intéressant, au niveau de l'archéologie, dans le milieu des années 2000, le secteur 15 a permis de mettre au jour un vaste bâtiment interprété comme une zone économique ou administrative de la période, alors réellement là plutôt perse, où des amphores ont été mises au jour, ainsi que des militariats typiques de ces périodes-là. Je ne rentre pas dans le détail ici, mais c'est un fait très intéressant et qui pourrait se rapprocher de ces présences étrangères sur le site. Qui dit présence étrangère, à mon sens, et je l'ai un petit peu sous-entendu tout à l'heure, ce sont les imitations. Concrètement, en quoi ce possible apport étranger, en quoi et comment ce possible apport étranger peut se visualiser dans la céramique, dans la vaisselle égyptienne. D'une part, j'ouvre par des choses toutes bêtes qui sont de la vaisselle, tout ce qu'il y a de plus commune. Ici, par exemple, vous avez une assiette pharaonique typique, paroi évasée, très ouverte, ou couverte, là, pareil, élément de préhension, pourquoi pas. Et dans un même contexte stratigraphique, dans une même période de stratigraphique, vous trouvez cet objet. Et dans une période un petit peu, on va dire, comment je pourrais dire ça, juste après, presque, très légèrement supérieur, cet élément-là. Or, comment peut-on passer de cet élément-là à cet élément-là? D'autant que, je me répète, le 23 et le 35 sont, pour résumer, de la même période stratigraphique. Eh bien, c'est en Israël que se trouve la réponse. En effet, si l'on regarde cette assiette venant de Dor, en Israël, qui est datée du courant du VIe siècle, on retrouve une lèvre étalée ici et une
carène. Or, sur le mobilier d'Assouan, on retrouve une lèvre, alors, moins étalée, il est vrai, étalée quand même, et une carène. Pareil pour la. Voilà. Donc, on retrouve des éléments typologiquement, morphologiquement extrêmement proches qui peuvent montrer une certaine adaptation des formes étrangères et une porosité entre la forme étrangère et la forme égyptienne. Le mot porosité est ici extrêmement intéressant parce qu'il montre bien que ce n'est pas vie, ce n'est pas brut, mais il y a petit à petit un glissement. Un autre exemple est ici assez probant avec ce bol jade semi-hémisphérique qu'on retrouve sur une très longue période chronologique dans la période pharaonique, durant l'époque pharaonique, qui peut servir soit de vaisselle de cuisson, soit d'onguent pour les momifications. Dans ce cas-là, je pense plus à une vaisselle de cuisson, d'autant que certains éléments, en comparaison, peuvent avoir des petites anses ici. On retrouve également, toujours dans cette même phase stratigraphique, ce genre de petites marmites. Donc, on voit ici une lèvre un petit peu évasée, ici comment dire, un resserrement et une forme plutôt conique. Comme avant, comment passe-t-on de ces deux phases? Eh bien, toujours un regard sur ce qui se passe en Israël, on trouve cette marmite, où ici, on voit très bien que la forme là est très claire. Là, à mon sens, il n'y a pas de question à se poser. Nous avons une forme extrêmement proche. D'autres éléments peuvent aussi apparaître dans la décoration. Cependant, je n'ai pas le temps d'aborder cette question ici, mais on trouve des décors qui peuvent faire sembler, qui peuvent avoir des parallèles avec la vaisselle, on va dire, attique et israélo-palestinienne. En conclusion, je dirais que la situation particulière d'Assouan, au bout du Nil, et son affectation comme poste de garnison, gardant la frontière sud et du royaume pharaonique et de l'Empire perse, offre des enjeux d'études intéressants et complexes. L'étude des importations, l'étude des importations apporte des éléments quant à la circulation des biens au sein même du territoire égyptien. La présence plus importante de leurs copies en fabrique égyptienne illustre une adaptation du répertoire égyptien et une appropriation des formes étrangères. La confirmation de la présence de militaires étrangers à Assouan est aussi un enjeu indirect de mon étude. La grande majorité du mobilier présent sur le secteur 3 est une céramique égyptienne de tradition pharaonique. Or, les formes étrangères sont faites le plus souvent avec une pâte égyptienne. À la différence avec les pâtes importées où un traitement statistique du NR est envisageable et donc permet d'avoir une idée réelle du taux d'importation à Assouan, il est impossible de le faire sur le mobilier en pâte égyptienne. Les timides débuts de changement morphologique montrent une porosité entre le vaisselier égyptien et étranger. En ce qui concerne les emballages et les jarres de stockage, la limite entre copie et imitation reste floue. Si certaines jarres ressemblent à des jarres syro-palestiniennes ou israélo-palestiniennes, la grande fragmentation du mobilier peut aussi suggérer une jarre de stockage égyptienne, avec un élément morphologique qui pourrait être étranger. Je dis bien qui pourrait, étant donné que, comme je l'ai dit,
Sans forme complète, il est compliqué d'avoir une idée plus précise. La question de l'histoire économique de la fin de la période tardive est tout aussi liée à celle de l'usage de la monnaie. En effet, pour payer les mercenaires grecs, les pharaons, à partir de la 29e dynastie, ont commencé à battre des monnaies d'argent sur le modèle attique. Cependant, aucune d'elles n'était mise à jour à Soin pour le moment et de fait interroge sur la présence grecque à Assouan. Je vous remercie de votre attention.